avec ces taux qui ont fortement augmenté et un taux d'usure qui a pas eu le temps de suivre, le banquier peut encore moins marger le crédit et se retrouve parfois dans des situations où on ne peut plus prêter parce que on se retrouve en marge nulle ou négative. Le Maroc et l'Algérie, par exemple, il y a un contrôle d'échange, tu ne peux pas sortir l'argent comme tu veux de ces pays-là. Il faut déjà avoir anticipé cette sortie. Avoir en tête que tu peux revendre un bien, une société, un événement familial qui va arriver, quelque chose un peu bordé quand même. Il faut pas te dire, c'est bon, dans un an, retour à meilleure fortune, je pourrais aller voir le banquier, je pourrais faire un crédit et tout va bien se passer. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. De toutes les questions que je reçois sur les réseaux sociaux ou sur les sessions live de questions-réponses cas pratiques que je conduis tous les lundis sur YouTube avec Léo, celles qui reviennent le plus souvent sont liées à l'accès au financement, en particulier depuis ce début d'année. Alors c'est vrai qu'avec des conditions d'accès au crédit bancaire qui se sont drastiquement resserrées, il semble compliqué de continuer à investir aujourd'hui en immobilier. Et pourtant, des solutions existent. Elles ne sont certes pas affichées en publicité sur les murs du métro, mais elles existent. On a vu dans l'épisode 108 avec Christophe et Benjamin de Mon banquier à domicile les manières d'augmenter tes chances d'obtenir un crédit immobilier. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans la recherche de solutions pour financer tes projets d'investissement. Et pour dresser un panorama de ce qu'il est possible de faire et surtout dans quelles conditions, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Monnier sur le podcast cette semaine. Jean-Baptiste est le cofondateur de Carte Financement, société de courtage en crédit créée en 2009. Il accompagne des clients au profil atypique, notamment les non-résidents, patrimoniaux et les entreprises, type marchands de biens, aménageurs, professionnels. Au cours de la conversation, on verra quel est le panorama du marché de financement aujourd'hui, pourquoi les banques ne financent plus autant. Est-ce qu'il est pertinent de se faire financer via une SCI pour passer outre les contraintes d'endettement et de taux d'usure? Le taux variable est-il une solution viable? Comment se faire financer aussi quand on a un profil autre que particulier? Profession libérale, chef d'entreprise, expatrié ou impatrié? Enfin, on passera en revue ces solutions alternatives que l'on peut actionner pour financer son projet immobilier, comme la vente à réméré, le portage immobilier, crowdfunding ou émission d'obligations. Bref, si tu as trouvé cette pépite, un projet immobilier de premier rang que tu as du mal à faire financer, cet épisode devrait te donner des idées pour continuer à aller de l'avant. Je précise que certaines des solutions dont on parle ici concernent des activités professionnelles comme l'activité marchand de biens, la promotion immobilière, mais ça te donnera quand même un panel large des solutions qui existent. Avant de commencer, un mot de remerciement aux avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify qui nous aident toujours grandement à faire connaître le podcast au plus grand nombre. Merci à Lou, Aurore Perrin et Anna pour vos commentaires sur Spotify sur les derniers épisodes. Je suis ravi qu'ils vous aient apporté de la valeur. Allez, sur ce, on part à la découverte de ces outils de financement alternatifs avec Jean-Baptiste. C'est parti. Salut Jean-Baptiste, bienvenue chez les Investisseurs 4.0. Bonjour Paco, merci pour ton invitation. Merci à toi d'être là pour parler d'un sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène. Donc ça me fait plaisir d'en parler avec un expert qui est le financement. Avant peut-être de démarrer, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas peut-être? Ouais, bien sûr. Jean-Baptiste Monnier, je suis un des fondateurs, puisqu'on est deux, de Carte Financement. C'est une société de courtage en crédit qu'on a créée donc en 2009. Et cette société de courtage en crédit, elle est un petit peu atypique puisque on accompagne 3 typologies de clients. Des clients non résidents, ça c'est nos origines, donc des Français qui vivent à l'étranger et qui achètent des immobiliers en France. Des clients, ce qu'on appelle chez nous patrimoniaux, donc c'est des investisseurs immobiliers particuliers qui vont faire des investissements locatifs par exemple. Et puis des entreprises aussi, donc tout type d'entreprise. Et dedans, en effet, il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers, notamment des marchands de biens, des promoteurs, des aménageurs et même des petits institutionnels. Ok, un petit point sur ton parcours pour arriver jusque-là en fait. Si tu as toujours travaillé dans le crédit ou comment ça s'est passé? En effet, alors je suis ingénieur, mais très vite j'ai basculé dans la banque et j'ai travaillé auparavant donc chez Calion et Xis. Et donc chez Xis, je faisais, là c'est un gros mot que je vais dire, hein, je faisais de la titrisation. Et donc j'étais en titrisation entre 2006 et 2008 à une époque un peu mouvementée. Et je suis rentré en France ensuite fin 2008 début 2009 et c'est là que j'ai créé Carte Financement pour revenir un petit peu dans ce qu'on appelle chez nous l'épicerie du crédit, puisque j'étais dans la banque d'investissement et je suis revenu un petit peu plus dans la réalité du crédit pour financer des projets un petit peu plus proches de moi.
Tu disais que t'étais à l'étranger, t'étais où, en Angleterre ou? J'étais à Londres. Ouais, à Londres, exactement. Je crois que t'étais un petit peu dans ces métiers aussi, et je recopiais un peu toutes les formules de Moody's et de Fitch dans des tableaux Excel pour avoir les formules de rating de ces sociétés-là. Ouais. Ouais, non, c'est intéressant aussi parce que t'étais pendant les années justement juste avant l'explosion de la bulle liée au fait au subprime, mais aussi enfin tout ce qui était produit justement titrisé. Exactement. Donc donc c'était une période intéressante. Effectivement, en 2008, ça s'est un peu ça s'est un peu gâté quoi. Exactement, ça a été une période compliquée, mais c'était très instructif. Alors quand même, je titrisais des crédits immobiliers résidentiels. Donc tu vois, j'étais pas très loin du monde que je connais aujourd'hui, puisque déjà le support, le sous-jacent, comme on dit, c'était déjà un crédit immobilier. Donc j'étais déjà tombé dedans par hasard. D'accord, ouais. En termes de en résidentiel, t'étais, hein. Ok. Exactement. Alors j'ai fait un peu de commercial aussi, ce qu'on appelle dans le jargon. Après peut-être qu'on va pas trop s'attarder là-dessus, mais ce qu'on appelle le CMBS et le RMBS. Mm-hmm. Donc le CMBS c'était la titrisation de prêts immobiliers commerciaux, et le RMBS c'était la titrisation de prêts immobiliers résidentiels. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que au vu de ce qui se passe en ce moment aussi, enfin, on entend parler peut-être du deuxième bulle sur l'activité commerciale également, avec des vacances à ce côté-là. Mais bon, c'est un autre sujet, mais c'est intéressant quand même. C'est vrai. Et si on en revient justement aux conditions de financement en France, qui sont pas immunes aussi, enfin, à l'actualité macroéconomique mondiale en fait, et peut-être on peut commencer large en essayant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans termes de contexte. Pour le financement de manière générale en fait en France avec la hausse des taux, qu'est-ce que ça va entraîner, on a entendu beaucoup parler aussi des recommandations avant ça même en fait du HCSF, en plus après on a entendu parler du taux d'usure, beaucoup de nuages qui s'amoncellent, et ça serait peut-être bien de faire un petit point de comment d'où est-ce qu'on en est là-dessus quoi aujourd'hui. Oui, tu as raison. Le premier problème qu'on a commencé à rencontrer, et tu l'as cité, c'était le HCSF, donc le Haut Conseil de la stabilité financière, qui donne des recommandations d'habitude. Donc là, ils avaient donné en 2021 déjà la recommandation donc de prêter un petit peu moins, c'est-à-dire d'arrêter de prêter à plus de 100%, de faire attention notamment au taux d'endettement. Donc tu sais, très souvent on disait qu'au-delà de 35% de taux d'endettement, c'était un taux d'endettement un peu élevé, et eux ils ont recommandé en 2021, et ils ont fortement recommandé de ne surtout pas dépasser ce taux. Et puis en janvier 2022, ils ont légiféré. Ça veut dire que dans le code monétaire et financier, on a dit qu'on ne pouvait plus, les banques ne pouvaient plus prêter à une personne physique, à une personne qui voulait faire un crédit immobilier résidentiel. On ne peut plus lui prêter quand il a plus de 35% de taux d'endettement. Et donc, alors il y a 20%, les banques ont le droit à une petite poche de 20%, où ils ont le droit de dépasser ce 35%. Mais attention, dans ces 20%, dans ces 20% qui restent, il y a que 20% de ces 20% qui seront dédiés à autre chose que de la résidence principale. Donc tu vois, si on parle d'investisseurs immobiliers, ça fait plus que 4%. Et donc là, ça a été un petit peu le premier problème. Et ils ont fait ça parce que ils trouvaient qu'il y avait eu un petit peu un début peut-être de bulle immobilière, et ils avaient un petit peu peur qu'il y ait trop de crédits distribués, et donc qui entraîne une hausse des prix trop forte. Et donc ils ont voulu ralentir un tout petit peu la machine à crédit, puisque on était arrivé à des volumes hallucinants de l'ordre de peut-être 250 milliards de crédits débloqués dans l'année. Donc ça devenait monstrueux. Donc c'était le premier objectif était celui-là. Et donc on a maintenant ce problème. Et à cela s'est rajouté, tu l'as dit très justement, le problème du taux d'usure. Et ce problème du taux d'usure, alors peut-être qu'on va redire ce que c'est, peut-être le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel le banquier a le droit de prêter à un emprunteur qui voudrait faire un crédit immobilier. Et donc, pour éviter qu'il y ait des taux donc usuriers, donc abusifs, la Banque de France publie avant tous les trimestres, et maintenant c'est tous les mois, un taux maximum par durée auquel le banquier n'a pas le droit de dépasser. Et donc, pourquoi c'est devenu un problème tout d'un coup? Parce que c'est quelque chose qui existe depuis toujours, depuis très longtemps. C'est devenu un problème parce que les taux, et tu l'as dit aussi, ont fortement augmenté maintenant depuis une année, puisque c'est terminé. Là, tout à l'heure, ce matin, j'ai rencontré un avocat qui me disait qu'il avait emprunté à 0,45%. donc ça, c'est vraiment une belle époque. Aujourd'hui, on en est très loin, puisque tu vois, on fait des crédits entre 2,5 et 3,5%.
Donc, on a bien augmenté, on a pris quasiment 3%, un petit peu moins peut-être. On arrive encore à faire des crédits à 2,5, mais ça devient très élevé. Et ce qui est derrière tout ça, juste pour comprendre, en fait, c'est vraiment le taux sans risque. Est-ce que c'est uniquement le taux auquel empruntent les banques finalement pour être bref, pour faire un peu généraliste, ou est-ce qu'il y a plus d'aversion au risque de la part des banques qui font qu'elles prêtent aujourd'hui à des taux plus élevés parce qu'elles anticipent plus de défauts? C'est quoi le mécanisme qui fait augmenter les taux? Je vais pas te cacher, je suis pas un expert parce que si on va commencer à parler de sujets très techniques et peut-être qu'on va perdre beaucoup de monde, c'est notamment sur les sujets de refinancement, de coûts de refinancement des banques. C'est des sujets relativement complexes. On appelle ça, dans le jargon, on appelle ça l'ALM. Asset Liabilities Management, c'est la gestion de l'actif et du passif de la banque. Et donc ça, c'est des sujets un peu complexes, mais pour essayer d'être un peu simple, c'est que la banque, elle va faire des milliards et des milliards de crédits immobiliers. Et puis, il y a un moment où quand même cet argent, il faut aussi qu'elle le trouve. Et donc, elle a plusieurs moyens pour trouver cet argent. Elle a d'abord les dépôts à vue. Et ça, c'est un peu le métier, tu sais, historique du banquier. C'est, j'ai des dépôts court terme qui vont financer des prêts long terme. Et ça, c'est un peu le métier de base de la banque. Maintenant, il faut faire attention parce que tu imagines si tout d'un coup, ces dépôts disparaissent ou sont retirés de manière importante soudainement, ça peut être un peu dangereux. Ces banques, elles ont aussi la banque centrale, on en a parlé très souvent, la Banque centrale européenne, qui leur permet donc de venir emprunter auprès. Il y a un taux aujourd'hui de 3,5% à la Banque centrale, qui a augmenté donc fortement. Et puis elles émettent aussi des obligations. Donc elles vont elles-mêmes emprunter. Une obligation, c'est rien d'autre qu'une dette, c'est la dette de l'entreprise. Et donc la banque va emprunter sur les marchés. Et aujourd'hui, on voit des dettes sur les marchés, on voit des émissions obligataires à 3, 4, 5, 6%. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les fameux fonds propres. Et ça, les fonds propres de la banque, ça va être combien elles vont devoir rémunérer leurs actionnaires. Donc ça peut tourner peut-être à 10, 12%. Et parfois, quand elles te font un crédit, elles ont l'obligation d'avoir un minimum de fonds propres en face du crédit qu'elles te prêtent. Donc tous ces mécanismes mis bout à bout, ça va leur donner un coût de refinancement sur lequel elles vont rajouter une marge. Historiquement, pour le crédit immobilier au particulier, on l'a tous vu, le crédit immobilier il est relativement peu cher. Et c'est ce qu'on appelle, et c'est très important, c'est un produit d'appel. C'est un produit sur lequel le banquier va très peu marger, mais en espérant que tu deviennes un bon client et que tu consommes d'autres produits. Et ça, on en a entendu parler, tu sais, c'est l'assurance, c'est les moyens de paiement, c'est les produits d'épargne, et c'est sur tous ces produits-là. Et il y a eu une étude il y a bien longtemps que j'avais lue, je crois, avant 2019. C'était le Crédit Agricole qui avait publié cette étude, qui disait que en France, environ 70% du PNB, donc du produit net bancaire dans le réseau, venait plutôt de ces produits divers, autres que le crédit, et seulement 30% venaient du crédit. Et il faisait le parallèle avec l'Angleterre, où c'était exactement l'inverse. Donc 70% du chiffre d'affaires venait du crédit et 30% des produits divers. Donc ça, c'est très important à comprendre, c'est que le crédit est quand même relativement peu margé. Et en plus, avec ce système, avec ces taux qui ont fortement augmenté et un taux d'usure qui n'a pas eu le temps de suivre cette augmentation des taux, le banquier peut encore moins marger le crédit et se retrouve parfois dans des situations, et on l'a connu et on le connaît, des situations où on ne peut plus prêter parce qu'on se retrouve en marge nulle ou négative. Donc c'était un vrai problème. Ouais. Donc c'est vraiment une conjonction un petit peu des deux, en fait, avec toutes ces composantes liées notamment quand même à l'aversion au risque et puis capacité de repayer, et puis peut-être à de l'abondance qui avait été faite trop forte dans les belles périodes à l'époque, qui fait qu'il y a un retour un peu de manivelle et qui fait qu'on est dans un environnement, peut-être qu'on pourrait même d'ailleurs dire que c'est un environnement plus normalisé finalement. Ouais, moi je trouve, en fait c'est normal, si tu veux, quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, c'est normal que ça soit pas gratuit. On l'a tous dit, on l'a entendu plein de fois, et c'est vrai, c'est anormal ce truc de taux négatif. Tu imagines, Paco, si tu me prêtes de l'argent et que derrière je te demande de me payer pour me le prêter, ça paraît assez bizarre. Donc en effet, ce schéma-là était un petit peu bizarre. Il a été mis en place parce qu'on est dans un contexte très compliqué, et donc ça a été un modèle retenu pour relancer l'économie. Maintenant, peut-être qu'on est allé un peu trop loin. C'est toujours facile de le dire après, donc c'était très compliqué, et on oublie souvent ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on retourne en effet, je pense, dans un environnement plus sain. Moi, j'ai l'impression, en tout cas là, ces derniers temps, on a l'impression avec
tout ce qui s'est passé, hein, dans les 2-3 dernières semaines sur le marché bancaire, on a l'impression que cette hausse des taux, on arrive un peu au bout. Et ça serait une bonne chose. Et donc, c'est une bonne chose parce que enfin les gens vont pouvoir se projeter. Parce que ce qui est très difficile, tu sais, c'est de faire un projet à 2 ou 3 mois. Parce que quand tu trouves une opportunité ou quand tu veux investir, bah, ça met 2, 3, 4, 5 mois parfois avant de se concrétiser. Et c'est difficile de faire ton business plan, ton petit tableau Excel avec le coût du financement si ce coût de financement explose toutes les 2 semaines. Et donc aujourd'hui, il semblerait qu'on arrive un peu au bout. Maintenant, ce qui pourrait se passer, c'est peut-être qu'il y a un petit ajustement des prix de l'immobilier. Et c'est ce qu'on commence à voir. Ouais, tout ce qui est un petit peu pendant la transition, qui est un peu compliqué à gérer. Après, je pense qu'il faut s'adapter à une nouvelle réalité en termes de financement. Et c'est pour ça aussi que je voulais discuter avec toi des façons dont on peut professionnaliser un petit peu son approche pour mettre toutes les chances de son côté, et notamment en fait dans des profils qui sont pas forcément les profils typiques tels qu'on imagine. Voilà, salarié, CDI, un couple CDI qui achète sa résidence principale. Ça, je pense que c'est un cas parmi tant d'autres. Mais ce qui serait intéressant, et j'ai pas mal d'auditeurs qui sont dans ce cas-là et qui me posent la question, c'est comment obtenir des crédits quand justement on n'a pas ce profil peut-être type. Ouais, bien sûr. Et donc il y en a plusieurs, et je pensais que ça pouvait être intéressant qu'on oriente un peu la conversation là-dessus. Ouais, t'as raison, c'est un vrai sujet, hein. Ça peut être même un vrai problème. Et alors les banques, historiquement, pour cette clientèle, elle va prendre la moyenne des 3 dernières années. Tu sais, elle va prendre, par exemple, si tu es entrepreneur, si tu es une profession libérale, en tout cas si tu es à ton compte, ce qu'on appelle, tu sais, le fameux TNS, travailleur non salarié. Souvent, elle va te demander un peu les revenus de tes 3 dernières années, puis elle va faire la moyenne. Alors, il y a eu quelques ajustements. Il y en a qui ont dit, bon, on va prendre que les 2 dernières années et on va le pondérer à 90%. Et en effet, parfois c'est difficile parce que tu peux être dans une situation où finalement tu as décidé de pas te payer pour des raisons fiscales, tu as pas mal d'argent de côté, peut-être tu as investi dans une société et tu vas reprendre dans ce qu'on appelle du compte courant d'associé, donc tu as mis de l'argent dans ta société, tu as prêté de l'argent à ta société qui est enregistré dans ce qu'on appelle en compte courant d'associé, et tu peux reprendre cet argent au fur et à mesure si cette société fonctionne, et donc tu vas reprendre cet argent mais elle est pas fiscalisée. Et donc tout d'un coup, le banquier va dire oui, mais tu gagnes zéro. Alors que tu as quand même réussi à reprendre cet argent que tu avais mis dans cette société, mais tu vas pas te payer un salaire pour générer une fiscalité alors que cette société te doit de l'argent. Donc tu as raison, c'est des profils parfois compliqués. Donc il y a plein de manières de voir les choses. D'abord, en effet, tu parlais de professionnaliser le projet. Et en effet, le gros problème de ce HCSF, c'est que le taux d'endettement, comme on le calcule maintenant, c'est je prends toutes les charges de tous tes crédits et je le divise par tes revenus. Or, il y a une époque où les investisseurs immobiliers, ceux qui avaient vraiment l'habitude, tu vois, d'acheter régulièrement des appartements ou des commerces et qui voulaient se constituer un patrimoine immobilier, ils avaient l'habitude de faire ce qu'on appelle un peu le calcul différentiel. Ce fameux calcul différentiel, c'est en fait, je prenais tous les crédits, toutes les charges de crédit qui venaient en diminution de mes loyers et je le mettais donc en charge. Si ça faisait une charge, je la mettais en charge, et si ça faisait un produit, je le mettais en produit. Et donc, ça faisait parfois des taux d'endettement très, très faibles pour des gens qui avaient beaucoup de patrimoine immobilier et beaucoup de crédit. Mais ce calcul-là, tout d'un coup, devient énorme quand tu te fais juste charge sur revenu. Et donc, pour ces gens-là, ce qu'on va recommander de plus en plus, c'est d'investir via des véhicules. Donc, via des sociétés. Et là, il y a plein de visions différentes d'une banque à une autre, puisqu'il y a la fameuse SCI, la Société Civile Immobilière que tout le monde connaît. Et certains vont l'appréhender, si tu veux, vont caser ce crédit-là dans le cadre du crédit immobilier réglementé dans le code de la consommation. Et donc là, tu vas être dans le HCSF et tu auras le même problème. Et certains banquiers vont dire non, on peut le mettre dans un véhicule professionnel et donc tu vas faire un crédit professionnel et ça sort du HCSF. Et en fait, là-dessus, il y a eu un cas de jurisprudence, je crois d'ailleurs l'année dernière, il y a 1 an ou 2, justement qui professionnalisait quand même un investissement via une SCI, puisqu'il y a des clients qui se sont plaints auprès de leur banque en disant attendez, vous m'avez fait un taux usurier, donc qui avait dépassé le taux d'usure. Vous auriez pas dû, parce que même si j'ai investi via une SCI, je suis un particulier derrière, j'ai acheté un appartement via une SCI, donc vous auriez dû avoir un TAEG, tu sais, c'est le fameux taux du crédit plus tous les frais, inférieur au taux d'usure, et ce qui n'était pas le cas. Mais la banque a gagné, puisque le juge, j'ai pas exactement tu pourras regarder ça sur internet, mais j'ai pas exactement le rendu exact du juge, mais il expliquait que dans les statuts de la SCI,
même dans les statuts de la SCI, il y avait clairement marqué que cette SCI avait vocation à sa vocation était de la gestion de biens immobiliers et la location, et donc il a estimé que c'était une activité professionnelle. Et donc il a dit bah non, le banquier peut vous faire un crédit professionnel. Et donc aujourd'hui, on a quelques banques avec qui on travaille, qui traitent cette SCI comme ça. Et après, si tu veux, il y aura aussi des cas subjectifs. C'est-à-dire que on va faire très attention. Si tu montes une SCI, toi, pour acheter une petite résidence secondaire, pour juste y passer du bon temps, il faut faire très attention. Là, c'est plus un but professionnel. Donc là, on va te faire un crédit immobilier réglementé par le code de la consommation. Mais si tu fais une SCI, si tu veux, pour acheter des petits studios, des petits appartements, là, je vais pouvoir faire un crédit professionnel. Donc, tu vois, ça, c'est une petite astuce toute bête qui nous permet de sortir de ce problème de taux d'usure et de HCSF, et qui a un inconvénient quand même, c'est le taux. C'est-à-dire que les taux dont on a parlé tout à l'heure, tu sais, je te disais, on prête entre 2,5 et 3,5%, aux alentours de 3% aujourd'hui, suivant les durées. Mais sur le pro et sur l'entreprise, on prête à des taux beaucoup plus élevés. Alors, suivant la taille de l'entreprise et la taille du professionnel, mais ça dépasse rapidement les 3,5%, et donc on sera plutôt entre 3,5 et 4,5%. Voire même, sur certains dossiers très compliqués, des grosses sociétés, des choses un peu complexes, on va jusqu'à 5,5%. Donc, l'avantage, c'est que tu pourras faire ton projet. L'inconvénient, c'est que si tu te fais aujourd'hui un petit BP, le conseil que je peux te donner, c'est de rajouter au moins 0,5% par rapport au taux que tu vois sur Internet, voire 1% pour les dossiers les plus compliqués. Voilà. Donc, c'est une bonne technique, mais elle a un inconvénient. Voilà. Et est-ce que, parce que tu citais quelques établissements de crédit partenaires et qui font ça, donc la jurisprudence n'a pas étalé, on va dire cette reconnaissance de là que en fait SCI Pro, c'est pro, et en fait il faut choisir encore un peu son établissement de crédit pour avoir la bonne faveur, quoi. Alors c'est vrai, tu sais, après c'est compliqué parce que il y a des décisions. Alors ça, c'est allé en appel, hein, donc quand c'est allé en appel, quand même, c'est fiable. Donc on devrait l'appliquer maintenant, le temps que tous les juristes dans les banques, et il y en a plein des sujets, tu sais, on va pas toujours taper sur nos amis banquiers parce qu'ils ont quand même plein de sujets compliqués à gérer, et ce sujet-là, le temps que voilà tous les juristes le gèrent bien, le traitent bien, bah ça va prendre un peu de temps. Et on voit dans certains groupes, là on va prendre par exemple le groupe BPCE qui est un très gros groupe, hein, qui a beaucoup de les caisses d'épargne, les banques populaires, la Palatine, voilà, qui a beaucoup de banques, la Banque de Savoie, et bah toutes ces banques, toutes ces caisses vont avoir, si tu veux, parfois quand même leur autonomie, et ils vont avoir leur avis sur la question, et donc ils vont parfois décider différemment d'une caisse à une autre, d'une banque à une autre. Mais bien entendu, avec le temps, il faut laisser le temps faire son œuvre. Parfois aujourd'hui, tu sais, avec Internet, tout ça, on se dit, bah c'est bon, on va régler le sujet en 3 jours. Non, il faut quand même revoir tout un process d'octroi du crédit. Il faut le valider en interne, donc ça prend un peu de temps. Mais je pense que ça va un peu dans ce sens-là. Et pour quelqu'un qui veut utiliser cette stratégie, faire de la SCI pour faire du pro, voilà, de façon assez active, tu orienterais vers quel établissement qui serait plus moi je vais prêcher pour ma paroisse, Paco. Je vais te dire de venir voir Carte Financement parce que en plus au-delà de l'établissement, tu sais, il y a des personnes aussi, hein, il y a des banquiers derrière ces établissements, et nous on travaille avec des établissements bancaires et des banquiers. C'est ça qui est très important aussi, c'est de trouver le banquier disponible au bon moment, qui a de la bande passante, hein, et puis qui a les taux qu'il faut au bon moment. Bon voilà, maintenant je vais pas faire de généralité parce que tu sais, dans tous ces groupes, ils ont tous un petit peu parfois un petit savoir-faire sur différents sujets. Il y en a qui vont être très bons sur une typologie d'actifs, logistique, hôtellerie, bureau, résidentiel. D'autres qui vont être très bons sur du court terme, d'autres sur du long terme. Et puis d'autres qui vont avoir des périodes. Il y a des périodes où tout d'un coup, ils vont dire, ah non, on a fait trop de crédits. Par exemple, une des caisses du CIC Crédit Mutuel avec qui on a bien travaillé l'année dernière, qui a fait beaucoup de production de crédit, en septembre ou octobre, nous dit, écoutez, stop, on a explosé les objectifs, on a fait 700 millions, on devait faire 400 ou 500 millions. Donc, tu vois, tout d'un coup, ils ont arrêté alors que c'était plutôt un bon contact. Et là, bon, je vais encore te dire que c'est grâce au courtier que tu vas y arriver. Un petit peu aussi, c'est que nous, on est en relation avec tous ces établissements, et que suivant le moment où tu vas nous interroger ces établissements, il y en aura un qui sera plus à même de recevoir ta demande. Mais je pense que ce sujet de SCI, je pourrais le traiter dans quasiment tous les établissements que tu connais. Voilà. Et que ça va dépendre vraiment de la caisse et de la personne et du moment. Ok, en tout cas, c'est faisable, quoi. C'est faisable. Et je te dis pas que c'est facile, parce qu'aujourd'hui, le crédit, il est pas facile.
Non, ouais, c'est cool. Bah, c'est un bonne petite astuce, ça, là, de créer sa société, de le faire en mode société. Là, du coup, il y a plus de barrière de 35%, on peut s'endetter plus, quoi. Exactement. Par contre, attention, il y a une logique plus professionnelle. Ça veut dire quoi? On va regarder la couverture locative. C'est quoi? C'est tu vas faire un investissement locatif, tu vas encaisser des loyers, tu vas payer un crédit. Il faut que ces loyers couvrent le crédit, voire même un peu plus parfois. Donc tu imagines quand tu as un rendement relativement faible, si tu as des rendements à 2-3%, pour aller couvrir un crédit à 3-4%, ça va être compliqué, il faudra beaucoup d'apports. Donc ça va être la limite aussi, c'est soit tu as beaucoup d'apports, soit tu trouves des investissements avec des très fortes rentabilités. Tu sais, on a beaucoup parlé de la location saisonnière, Airbnb qui a bien marché, et bien sûr en toute légalité, dans des zones où c'est autorisé. Et ça, dans ce cas-là, tu peux avoir, moi je l'ai vu, j'ai vu des clients faire des rendements de plus de 8% sur ce genre d'opération. Voilà, donc c'est un petit peu la limite, ça va être celle-là. Et puis on a parlé de la SCI, mais on a même aussi des clients, tu sais, qui sont entrepreneurs, comme tu en parlais tout à l'heure, et qui sont parfois structurés avec des sociétés. C'est-à-dire parfois ils ont une holding qui va détenir les titres de leur société. Et ben on pourrait très bien imaginer que cette holding détienne les titres d'une SCI, avec lui aussi un petit peu en personne physique. Et puis il va pouvoir remonter la trésorerie de la société d'exploitation vers la holding, qui va repartir dans la SCI pour faire ce projet. Donc en plus de professionnel, là on sera vraiment dans un cadre très professionnel, parce que pas très loin il y aura une holding avec une société d'exploitation, mais en plus on va pouvoir un petit peu utiliser la trésorerie de la société d'exploitation pour aller faire des investissements via un système de convention de trésorerie. Et ça, c'est effectivement même assez malin et même indispensable quand on n'a pas encore ces 3 bilans, qu'on n'est pas encore du coup on est entrepreneur en fait et qu'on n'a pas des revenus réguliers, pas 3 ans de bilan. Là, on peut on génère déjà du cash. Là, on peut le remonter et le redescendre derrière. Alors là, tu viens de mettre le doigt sur un sujet très sensible, c'est les fameux 3 ans de bilan dont tu as parlé. Certaines banques vont même jusqu'à 5, puisque les sociétés de cautionnement comme Crédit Logement, par exemple, qui est la plus grosse société, je pense, de cautionnement. Alors il y en a d'autres, la SACEF, c'est la société de cautionnement du groupe BPCE. On va dire que c'est les 2 gros organismes aujourd'hui. Et ça, souvent, ils vont te demander 5 ans. Et puis après, si c'est ce qu'on appelle en garantie réelle, si on prend un privilège de prêteur de données ou une hypothèque, souvent les banquiers pourront descendre à 3 ans. Mais en dessous de 3 ans d'expérience, donc en dessous de 3 ans de bilan, ça va commencer à être assez sportif. On le fait dans certains cas. On l'a déjà fait, mais avec 1 an ou 2 ans. Et on l'a fait dans quel cas? On l'a fait dans le cas, par exemple, je donnais un exemple concret d'une personne qui aurait 35, 40 ans, 45 ans, qui a déjà une petite expérience professionnelle, 10, 15, 20 ans d'expérience, et qui va être dans l'informatique, qui a travaillé ou dans consultant informatique pour un grand groupe, et qui va se lancer à son compte, et qui va devoir déjà avoir un beau réseau, et qui va déjà pouvoir signer des contrats grâce à ce réseau-là et son expérience dès la première année. Et là, on va se retrouver avec des gens qui auront très bien réussi et déjà dès les 2 premières années qui ont réussi à facturer 100, 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, on va aller voir donc les banquiers pros, puisque en fait, on pourra en reparler si tu veux, mais les banquiers qui vont accompagner les pros vont avoir cette capacité à bien comprendre cette clientèle et leur dire, écoute, t'as une belle activité, t'as bien réussi déjà au bout de 2 ans, je suis prêt à t'accompagner, je te fais confiance parce que t'as une belle activité et c'est rare déjà en 1 an ou 2 de facturer autant. Donc, par contre, tu vas jouer le jeu et tu vas quand même domicilier les flux de ta société chez moi, ton activité professionnelle. Et là, si tu veux, il faut pas le voir comme parfois certains disent le banquier il veut me faire un crédit mais il me force à mettre les flux. Non, si tu veux, c'est une bonne relation commerciale entre gens intelligents qui vont se faire confiance et c'est bien, c'est une bonne négociation. C'est de dire au banquier très bien, tu me fais confiance, moi aussi, et je joue le jeu et je vais domicilier ma société chez toi. Voilà. Et donc ça, c'est une possibilité parfois, mais là vraiment le moins de 3 ans de bilan, ça commence à être difficile. Ça marche, ok. Donc là, on a parlé vraiment des entrepreneurs de manière générale, enfin chefs d'entreprise, entrepreneurs, activités non salariées. Est-ce que pour les gens qui font par exemple profession libérale ou freelance ou autre, est-ce qu'il y a des choses qui leur permettent de contourner aussi, d'avoir accès au crédit, quoi, ces gens-là? Alors les professions libérales, elles sont très bien considérées par les banques. Les banques aiment beaucoup les professions libérales et même tout à l'heure je te parlais du taux pour les pros qui était un peu margé. Et pour les professions libérales, parfois on arrive à avoir quasiment les taux des particuliers, pas très loin. Donc ils sont très bien traités et notamment les professions, on va dire les mieux traitées dans les professions libérales très souvent sont les professionnels de la santé, donc médicales et paramédicales. Donc si tu veux, ça peut être les kinés par exemple. Et puis on peut avoir aussi, tu parlais de freelance, en effet, on parlait d'informatique tout à l'heure.
l'informatique a explosé, hein, on parle de digitalisation partout. Et en effet, on voit des gens en freelance qui marchent très très bien. Et ces gens-là pourraient aussi être intéressants, des profils intéressants. Maintenant, il n'y a pas d'astuce supplémentaire pour eux. Il y a juste le fait qu'ils sont assez appréciés des banquiers. Et donc, et puis très facile à appréhender parce que, profession libérale, l'activité est très très simple à comprendre. Et donc, on arrive très rapidement à analyser le dossier et à le faire passer. Et alors du coup, alors ça, oui, ceux-là, donc c'est quasi particulier. Ils sont plutôt bien favorables. Après, il reste tout ce qui est vrai pour la masse, c'est-à-dire pour les investisseurs de manière générale, de bien présenter le dossier. Enfin, voilà, tout ça, on n'en parle pas, mais effectivement, avoir une approche professionnelle, trouver le bon partenaire, c'est indispensable. Si on pense aux expats et aux étrangers, qui eux aussi ont peut-être plus de difficultés. Ouais, bien sûr. Je vois que tu mets le doigt sur toutes les personnes un peu plus compliquées que la personne ordinaire. En effet, les expats, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. En plus, c'est marrant parce qu'on n'imagine pas toujours la raison pour laquelle c'est compliqué. Principalement, les gens vont penser que c'est d'ordre fiscal ou que c'est parce que le banquier comprend pas forcément l'environnement. Mais moi, je pense que la première raison, elle est aussi d'ordre commercial. Tu sais, je t'ai dit au début que le crédit, c'est un produit d'appel. Eh ben, ton banquier, quand tu es résident en France, que tu habites pas loin, que tu es dans la même région, même département, même ville, eh ben, commercialement, il aura plus de facilité à louer une bonne relation avec toi. Si tu es à l'autre bout du monde, tu es à Hong Kong, à Tokyo, en Californie, ça va être beaucoup plus compliqué. Il aura du mal à te joindre déjà. Parfois, tu n'as même pas la même devise. Et puis, tes intérêts économiques et financiers sont ailleurs. Donc, de fait, t'es un moins bon client en fait pour lui. Donc, bien sûr, parfois, ce sont des très beaux profils, ce sont des gens qui ont bien réussi, qui ont parfois créé des belles sociétés ou qui ont des très beaux jobs dans des grandes sociétés internationales. Mais même quand on gagne très bien sa vie dans ces pays à l'étranger, ça peut être compliqué avec le banquier. Et après, l'autre raison, c'est un peu ce que j'évoquais au début. Parfois, c'est un peu d'ordre fiscal, économique, juridique. Je vais te donner quelques exemples. Il y a des pays qui pratiquent ce qu'on appelle le contrôle d'échange. C'est-à-dire que tu ne peux pas sortir l'argent du pays comme tu le souhaites. Par exemple, les pays du Maghreb, le Maroc et l'Algérie, par exemple, il y a un contrôle d'échange. Tu ne peux pas sortir l'argent comme tu veux de ces pays-là. La Chine, par exemple, pareil. Il y a des pays d'Amérique latine, tu sais, qui ont eu quelques problèmes, notamment l'Argentine, ont pratiqué le contrôle d'échange. Et donc, quand tu es dans ces pays, le problème pour le banquier, c'est que si tu fais un crédit en France, si tu loues ton bien et que le loyer rembourse le crédit, tout va bien. Mais le jour où ton locataire il est pas là, il y a un peu de vacances, il faut faire des travaux, et il y a un moment, on va dire, il y a 3 ou 6 mois où ça se passe pas comme prévu. Et même si tu gagnes très bien ta vie, potentiellement tu vas avoir du mal à renvoyer de l'argent en France. Et donc les banquiers, pour ces raisons, parfois ne souhaitent pas intervenir. Et puis en plus, parfois il y a de la fraude, il y a du change parallèle. Et donc les banquiers ne peuvent pas cautionner, si tu veux, ce change parallèle. Ils ne peuvent pas dire, très bien, je vais te faire un crédit avec 30% d'apport, mais normalement, techniquement, ils peuvent pas sortir l'argent. Comment faire cet apport? Et donc, on se retrouve dans des situations un peu compliquées. Et puis après, il y a des pays comme les États-Unis où il y a un décret qui a été voté qui s'appelle FATCA. Ça existe depuis 2014, je crois. Et donc, les États-Unis, ils ont fait ratifier ce décret FATCA à une 50aine de pays, je crois, dans le monde, voire un peu plus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es résident américain, alors attention, quand tu es résident américain, tu vis aux États-Unis, mais c'est aussi quand tu es américain. Si tu es américain et que tu vis en France, t'es résident américain aussi. Et donc ça touche tous les gens de nationalité américaine ou qui vivent aux États-Unis, et même les Français qui vivent aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce que ça impose, ce FATCA? Ça va imposer à l'établissement bancaire du pays qui a ratifié ce décret, ça va lui imposer de faire des déclarations auprès de l'administration fiscale américaine. Et tu l'as vu, tu le sais, les Américains, ils rigolent pas avec ça. Et donc, si tu oublies ou si tu fais mal cette déclaration, potentiellement, il y a des sanctions très graves. Et donc, il y a certains banquiers ou certaines banques qui ont décidé de pas faire ce qu'on appelle les US personnes. Parce qu'ils ont peur que ça soit maltraité et ils se disent, attends, c'est pas un énorme business. Pourquoi je vais prendre ce risque pour ce petit business? Donc, ils préfèrent ne pas faire. Donc, tu vois, l'environnement international, il est très, très compliqué. Et parfois, c'est dur d'avoir un crédit. Est-ce que, pour le point de vue du banquier, quand on est expat mais frontalier, tu vois, Belgique, Suisse, Luxembourg, est-ce qu'on a une situation, un profil différent pour eux? Est-ce que là, pour le coup, il n'y a pas trop de différence avec la France? Ouais, t'as raison. C'est des profils atypiques dans les non-résidents.
qui sont relativement bien traités, voire très bien traités. Et là, tu as cité le Luxembourg et la Suisse. On connaît très bien ces pays, ils sont très proches de nous, et on a des caisses localement qui sont capables de les accompagner et qui connaissent tellement bien leur pays que même il me semble, il y a des caisses dans le Nord qui sont capables même d'aller prendre des garanties hypothécaires en Belgique, par exemple. Donc tu vois, il y a en effet des liens beaucoup plus forts. Et puis ces gens frontaliers, ils passent la frontière tous les jours, donc leurs intérêts économiques, ils sont dans les deux pays. Et donc, le banquier quand même a un intérêt à les accompagner. On va prendre l'exemple de Genève, Genève qui est tout près de d'Annecy. Et les gens font l'aller-retour, la navette régulièrement. Donc, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à te financer, par exemple en Haute-Savoie, si tu es résident à Genève. Ça semble assez logique. Et pour ces expats de manière générale, et peut-être les plus éloignés, du coup, les plus impactés, il y a des solutions. C'est quoi le moyen de contourner ça? Ouais, non, il y a des solutions clairement. Ils ont monté parfois, les banques ont parfois créé des départements dédiés ou des agences dédiées, des marques dédiées. La première chose, il y a 2-3 choses à savoir. D'abord, ils vont marger un peu plus le crédit. C'est-à-dire tout à l'heure, c'est pour les pros, je te disais tu rajoutes 0,5 voire 1. Pour les non-résidents, souvent nous on rajoute à peu près, moi quand je fais une simulation pour un client, je rajoute à peu près 0,3 pour les bons profils. Après ça peut être beaucoup plus, mais on rajoute à peu près 0,3. Et puis au-delà du crédit qui va être plus margé parce qu'il y a un développement commercial moins évident pour le banquier, il va demander plus d'apport parce que le risque il est un peu plus élevé. Moi il y a un banquier qui me racontait, tu te rends pas compte Jean-Baptiste, il y a des pays ils ont pas du tout la même mentalité que nous. Le jour où il arrive pas à payer le crédit, il nous envoie un courrier avec les clés puis il nous dit c'est pas grave, je reviendrai plus, vous pouvez prendre la maison. Tu vois, c'est un truc que nous en France on ferait jamais, mais dans certains pays anglo-saxons c'est tout à fait naturel. Et donc là il y a le choc des cultures aussi dans le crédit. On n'a pas tous la même mentalité, on n'a pas tous la même culture, et donc parfois ça peut être plus compliqué pour le banquier. Donc pour pallier à ça, le banquier va demander plus d'apport. Il va demander, nous très souvent, on demande à peu près 30% du coût de revient total. C'est-à-dire que si tu achètes un bien à 100, souvent il y a des frais entre 5 et 10% de frais. Donc on va dire allez, ça coûte 110. Et nous on va te demander 30 sur ces 110. Voilà. Donc ça fait à peu près 20 plus les frais. Et après, bien sûr, on s'adapte. De temps en temps, on finance à 100%, et puis le client a un peu d'argent et il le place en contrepartie chez le banquier qui va le nantir. On peut faire plein de choses, voilà. Et puis parfois, il y a des banquiers qui vont demander plus d'apport parce que c'est un projet un peu plus compliqué. Ouais, donc ça s'illustre par plus d'apport, des taux plus élevés, mais pas c'est pas un no-go, quoi. C'est pas un no-go, mais tu vas un peu plus galérer. Et puis en plus, il y a le problème de l'éloignement. Et là, je vais te dire un truc tout bête. Je t'ai parlé de la Californie tout à l'heure. Mais le décalage horaire entre la France et la Californie, il est quand même assez costaud. Je l'ai pas en tête, on doit être proche des 10 heures, je pense, non? Ou peut-être tu sais mieux que moi. 8-9 heures, quoi, ouais, dans ces eaux-là. 8-9 heures, tu vois. Donc, c'est très compliqué de réussir à joindre son banquier ou ton banquier à te joindre. Donc, nous, il y a plein de gens qui nous contactent et nous, on s'adapte à ça. On fait parfois des calls un peu tardifs. Et donc rien que pour cette raison, tu vois, décalage horaire, tu auras du mal à joindre ton banquier. Mais c'est pas un no-go, mais c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas des choses qui peuvent aider, par exemple des actifs soit dans ce pays-là, soit des actifs en France sur lesquels on peut nantir ou Exactement, ouais. En effet, sur une clientèle un peu plus banque privée. Alors la banque privée, qu'est-ce que c'est? La banque privée, très souvent, c'est tu es éligible client banque privée soit tu gagnes plus, je crois, de 250 000, mais souvent aussi quand tu as plus de 250 000 euros d'épargne. Donc à partir de là, tu peux aller en banque privée. Et en effet, là, tu vas intéresser le banquier privé. Tu vas devenir un client intéressant. Donc si tu as de l'épargne en Europe ou en France que tu peux déplacer chez lui en euros, lui il va être intéressé et donc tu vas pouvoir négocier avec lui. Et donc il va pouvoir dire bon d'accord, ça m'intéresse, t'es un bon client. Si tu places 250 000 euros chez moi, je vais pouvoir te faire quelque chose. Donc en effet, ça fait partie de la négo. Ok, ouais. Et il y a une autre frange de population aussi auquel je pense aussi, c'est les non-résidents. C'est les étrangers qui vivent en France. Je sais pas si toi tu as des clients dans ce cas-là d'ailleurs. Ouais, c'est les impatriés, ouais. Donc en effet, t'as raison. On en a un petit peu, pas assez à mon goût pour tout te dire, parce que je trouve qu'on pourrait être très pertinent pour eux, on pourrait beaucoup mieux les aider. Et les problèmes qu'ils rencontrent d'abord, c'est quand tu es étranger, tu parles pas la langue du pays. Très compliqué. En France, moi je trouve qu'on a plein de qualités parce qu'on a tendance à faire du French bashing tout le temps. Moi je trouve qu'on a un beau pays avec plein de compétences et plein de qualités, mais
il faut reconnaître ses défauts de temps en temps. Et notre défaut, c'est l'anglais quand même. On n'est pas très fort, il faut l'avouer. Et on n'est pas très fort en langue. Donc, de temps en temps, ces gens-là, ils vont avoir du mal parce que on n'est pas très fort en langue. Et donc, ils vont se retrouver avec un banquier qui ne sera pas forcément à l'aise en anglais. Et puis, avec une documentation, t'imagines, parfois, toi, la documentation de crédit, toi-même, tu la comprends pas ou tu as du mal à la comprendre. T'imagines pour un type dont c'est pas la langue, c'est très compliqué. Donc, pour eux, nous, ce qu'on fait, on traduit tous les documents. Donc, on a une plateforme où tous les documents sont traduits. Et puis, on a des gens qui sont parfaitement bilingues. Et donc, ça, c'est important parce que on va les rassurer, on va les aider dans leur langue, on va échanger avec eux dans leur langue. Et ça, c'est la première barrière. Et puis après, la deuxième barrière, c'est le titre de séjour. Donc, le titre de séjour, si tu as un titre de séjour par exemple, de moins de 5 ans, ça va être quasiment impossible ou très difficile. Parce que le banquier, il sait que tu vas rester là très peu de temps, que tu vas devoir repartir. Quid de cet investissement, tu vas devoir le louer, ça va être plus compliqué. Donc ça peut être compliqué avec des titres de séjour assez courts. Ça me fait penser quand même que on n'a pas une approche vraiment très pragmatique en France par rapport à ça. Tu vois, non serait-ce que si on voyait les choses froidement d'un point de vue instrument financier, tu vois, t'as un actif avec des règles, surtout en France, tu vois. Je peux comprendre à l'étranger où tu sais pas que tu peux enforcer la loi, mais en France, tu vois, le bien il est en France. Ça devrait être quand même beaucoup plus souple de pouvoir accorder à ces gens-là que s'ils ont des biens qu'on peut nantir, tu vois, d'avoir tout simplement toujours ta garantie que tu seras payé, quoi. Alors, c'est une très bonne remarque. Et tu parles de nantissement, d'hypothèque, de choses comme ça et de garanties. Alors, quand tu as des garanties, quand quelqu'un t'offre des garanties, encore faut-il pouvoir les exercer. Et là, c'est notre paire de manches. C'est pas mon métier, donc je vais pas trop m'étaler parce que je veux pas dire de bêtises. Mais en France, je pense, tu le sauras, le code de la consommation est très, très, très protecteur. Donc, on est extrêmement protégé. Et donc, en fait, malheureusement, quand tu es très protégé, celui qui va te prêter de l'argent, il a peur que tu sois tellement protégé que tu ne puisses pas récupérer ton argent, même quand il ne te paye pas, et que tu n'arrives pas à exercer tes garanties. Et ça, c'est une réalité, je l'ai vécu, je le sais, je l'ai vu. Et je vais faire le parallèle, un truc que tu connais, c'est malheureusement, il peut arriver qu'un locataire n'arrive plus à payer. Et c'est la hantise de pas mal d'investisseurs, c'est que le locataire ne paye plus et qu'on n'arrive pas à le sortir des lieux. Et parce qu'il y a la trêve hivernale, parce que parfois il y a une famille derrière avec des enfants et on n'arrive pas, on peut pas les mettre dehors à la rue comme ça. Et le banquier il a le même problème, c'est que même si tu donnes une très bonne garantie, il faut pouvoir l'exercer. Et quand tu es dans un pays étranger, quel tribunal on va aller chercher? On va aller chercher le tribunal à Tokyo ou le tribunal à Paris? Donc tu imagines, si tu es non résident au Japon ou aux États-Unis et que je dois aller saisir un tribunal aux États-Unis ou au Japon pour récupérer 300 000 euros, c'est quand même compliqué. Et donc ça, c'est le contexte international qui rend la chose très compliquée. En Europe, c'est plus simple parce que bien entendu, il y a beaucoup d'accords entre les pays. Mais dès que tu vas commencer à sortir de l'Europe, ça va être une autre paire de manches. Ok, non, mais c'est intéressant pour ces profils-là, notamment. Il y en a beaucoup, je pense, qui nous écoutent, qui ont des profils très très divers. Dans un court instant, on entre dans le détail, dans le cœur des solutions de financement alternatifs, vente en réméré, portage, crowdfunding, quand et comment les utiliser en fonction des situations. À tout de suite. Et je voulais savoir, t'emmener aussi sur le terrain peut-être des solutions qui peuvent exister pour tous ces profils ou d'autres personnes, mais en termes de financement, s'il y a des changements, des choses nouvelles auxquelles on peut accéder sur le paysage français. Parce que, et je cite en exemple notamment parce qu'on voit pas mal l'essor du crowdfunding, ouais, bien sûr. Choses comme ça, et voilà, aussi le crédit lombard, on en entend aussi parler, savoir si en fait, sur le paysage français, des nouvelles solutions sont arrivées, et si elles sont plus sur le registre de l'effet d'annonce ou réellement accessibles, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, il y a pas mal de choses qui essaient de se développer, notamment pour contrer, tu sais, ces problèmes de taux d'usure, de taux d'endettement et tout ça. Il y a quelques trucs qu'on voit émerger. Moi, je trouve qu'il faut être toujours très prudent. Parce que quand même, même si parfois les lois, on peut dire, elle est complètement stupide cette loi, ou le banquier, qu'est-ce que c'est encore cette nouvelle règle qui m'a mise. Bon, derrière, il y a quand même quelques personnes qui ont réfléchi dans ces établissements. Il y a quand même des gens, parfois quand même brillants, qui ont réfléchi au problème. Et donc, si on a pris ces décisions, c'est qu'il y a des raisons. Et là, on a vu des choses émerger ou des choses revenir, des très vieilles choses, notamment, par exemple, le réméré. Tu vois, le réméré, c'est quelque chose, je crois, qui date de Napoléon. Et donc, qu'est-ce que c'est que le réméré? C'est que si, par exemple, toi, tu as un bien immobilier et tu connais une mauvaise passe,
tu connais une mauvaise passe, tu as besoin d'avoir un peu de liquidité, tu voudrais demander au banquier un crédit hypothécaire, tu pourrais lui demander d'enregistrer, comme tu disais tout à l'heure, une hypothèque, une garantie et te prêter de l'argent. Bah, dans certains cas, ça va pas être possible parce que tu es dans une passe un peu difficile. Tu sais que tu vas en sortir parce que tu as une opération qui va arriver, une transaction, tu sais tu vas revendre un bien, ou peut-être il va y avoir un événement familial, ou peut-être un événement avec une société que tu vas revendre, mais tu as 6 mois ou un an difficile à tenir. Et là, il se met en place qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller voir des investisseurs qui vont t'acheter ton bien immobilier avec une décote et qui vont t'offrir dans le contrat une option de rachat de ce bien immobilier. Et pendant cette période-là, tu vas leur payer un loyer. Maintenant, il faut faire très attention à plusieurs choses. D'abord, il y a des gens quand même mal intentionnés dans ce milieu-là. Il y a des gens très bien, il y a des gens qui l'ont fait de manière très professionnelle et il y a des choses intéressantes et qui le font à un prix, on va dire, correct. Mais il y a des gens qui vont le faire à un prix excessif. On a vu des choses, nous, à plus de 30%, si tu veux, par an. De décote, ouais. Ouais, avec une décote très forte et un loyer très fort qui fait que ça te coûte quasiment plus de 30% sur un an. Donc, bon, bien sûr, l'investisseur, il prend un risque, il faut rémunérer ce risque. Maintenant, là, c'est un peu abusif. Mais c'est pas déconnant de voir des choses aujourd'hui entre 10, 12%, voire un peu plus, et voire même parfois un peu moins. On a vu des gens, nous, entre 7 et 10% sur ce sujet-là. Et ça, moi, je pense, ça peut être parfois une solution, mais vraiment, la chose à laquelle il faudra faire très attention, c'est la sortie. C'est si tu fais ça, c'est sur des durées très courtes, souvent de 24 à 36 mois, par exemple. Il faut déjà avoir anticipé cette sortie. Il faut pas se retrouver, si tu veux, dans une situation où tu pourras pas exercer ton option de rachat. Et donc, c'est pour ça que je te disais, il faut avoir en tête que tu peux revendre un bien, une société, un événement familial qui va arriver, quelque chose un peu bordé quand même. Il faut pas te dire, c'est bon, dans un an, retour à meilleure fortune, je pourrais aller voir le banquier, je pourrais faire un crédit et tout va bien se passer. Moi, c'est un peu l'alerte que j'ai envie de donner parce que j'ai vu des choses un petit peu dangereuses. Et puis, on voit des startups qui se sont montées un peu sur une chose un peu similaire, qui appellent ça je crois ils appellent ça le leasing immobilier, le leasing résidentiel ou leasing au particulier. Il y a quelques sociétés qui se montent comme ça. Le portage, quoi, ouais. Ouais, exactement. Mmh. Et donc ça, c'est pas quand tu possèdes le bien, mais c'est quand tu veux l'acheter. Donc là, tout à l'heure, le réméré, c'est tu le possèdes et tu vas faire une opération de réméré. Là, c'est tu voudrais acheter ton bien immobilier, mais t'as pas les revenus suffisants et tu dépasses les 35%. Et donc le banquier te dit non. Mais toi, t'aimerais bien quand même acheter ton bien immobilier et devenir propriétaire. Et tu te dis, je suis pas loin, je suis à 38-39%, je suis quelqu'un quand même qui sait, qui va gérer sa trésorerie et qui va être consciencieux. Et donc, tu peux aller voir des investisseurs pareil qui vont acheter ce bien immobilier pour toi et qui vont t'offrir une option de rachat dans 2-3 ans, par exemple, voire un peu plus. Parfois, ça peut monter jusqu'à 5 ans. Et pendant cette période, tu seras locataire de ce bien-là avec cette option de rachat. Et tu pourras dire justement, dans 2 ans, pour le coup, retour à meilleure fortune. Je vais retourner voir le banquier, j'aurai une belle situation. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais des entrepreneurs qui ont moins de 3 ans de bilan. Imagine, t'en as juste 2 et ça marche bien, t'es un peu frustré. Tu vas attendre 2 ans de plus et tu vas pouvoir faire ce genre d'opération et sécuriser un bien immobilier qui te plaît. Et puis au pire, si ça marche pas, t'es que locataire, t'auras loué et en quelque sorte, tu iras ailleurs et tu rendras les clés et puis l'investisseur pourra le relouer. Mais ça, c'est des choses qu'on commence à voir en effet. Pas mal de startups lèvent des fonds là-dessus. Quand tu parles des startups qui lèvent les fonds, c'est les startups qui empruntent via ce mécanisme ou c'est Alors il y a des startups qui vont lever des fonds pour pouvoir t'acheter le bien immobilier et donc pouvoir te permettre toi de faire cette opération d'acquisition du bien via eux parce que c'est eux qui vont porter le bien. Donc il faut faire ce portage et donc avoir les moyens de faire ce portage. Et donc ces startups, elles vont l'acheter le bien. Ah d'accord, oui, elle te le propose à la vente finalement. Elle l'achète pour toi temporairement et puis. Ouais, en fait, tu vas les voir, tu leur montres le projet, tu leur demandes s'ils peuvent acheter pour toi. Et eux, ils ont les fonds, mais il faut qu'ils les aient les fonds. Donc il y a des gros sujets actuellement, ils lèvent des fonds là-dessus, et puis parfois même, eux-mêmes peuvent emprunter. Donc eux-mêmes peuvent s'endetter et acheter le bien immobilier. Et ouais. Ça se trouve relativement facilement. Ouais, il y a plein de sociétés sur Internet. Nous encore, et là, on a fait ce travail un petit peu d'aller trouver un peu les bons prestataires. Donc on fait ce job en tant qu'intermédiaire d'aller chercher ceux qui on pense apportent la meilleure solution. Donc la meilleure solution, c'est bien sûr à moindre coût, mais surtout avoir affaire à des gens qui vont te faire un contrat, on va dire fair, un contrat qui soit
un bon contrat pour les deux parties. Et donc c'est ce qu'on essaie de trouver. Et tu parlais notamment tout à l'heure, hein, tu parlais des plateformes, de toutes ces plateformes de crowdfunding qui se sont développées. C'est devenu énorme, hein, c'est un marché très important. Hein. Je crois je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois que ça pèse maintenant 2-3 milliards, hein, je crois. Ouais. Donc c'est devenu énorme. Excuse-moi de te couper, Jean-Baptiste, Ouais. parce que je voulais juste, pour être sûr d'avoir terminé juste l'idée d'avant sur ces deux mécanismes, le réméré et puis le portage. Est-ce que tu peux juste peut-être donner un ordre d'idée en fait de combien ça coûte au démarrage? Et puis tu parlais des 7-10% qui étaient raisonnables pour comme surcote en fait par rapport à ce que tu paierais. Juste voilà, dans les deux cas en fait, combien c'est au coût au démarrage et combien c'est en surcoût après le long de. Ouais, bien sûr. Non, moi, je vais te parler plutôt en ce qu'on appelle nous en all-in, tout compris. Nous, ce qui nous paraît raisonnable. Et ce qu'on voit dans ces gens qui font, qui commencent à faire du portage, comme tu disais, qui vont te faire le portage du bien, on voit des gens en dessous de 10% aujourd'hui. Et ça me paraît très raisonnable et attractif. Donc, c'est-à-dire 10% par an. C'est-à-dire toi, ils vont acheter le bien pour toi et tu vas payer un loyer équivalent environ de 6, 7, 8% de ce que de ce que tu aurais dû emprunter normalement, hein, mais de ce qu'ils vont eux payer. Donc ça nous paraît être un bon deal. Et il y a des décotes relativement faibles, voire très faibles, quasiment nulles. Donc ça, c'est un super deal, je pense. En revanche, dans le réméré, il y a des deals beaucoup moins bons où tu vas avoir des loyers stratosphériques de l'ordre de 10, 12, 15%, avec des décotes parfois de 20, 30%. C'est-à-dire qu'ils vont t'acheter le bien avec une décote de 30%. Et c'est là que c'est dangereux. Parce que si la décote, elle est trop forte, ben, son intérêt potentiellement, c'est que tu le rembourses pas. Et donc, lui, il sera pas du tout agréable en cas de problème. Ça, c'est perdu, hein, sachant que la décote, c'est perdu, quoi. Ah ouais, c'est perdu. Donc, si toi, tu vends ton bien à réméré à 70% de la valeur du bien, et que tu fais ça sur une période très courte, par exemple de 12 mois, et tu dis non mais c'est bon, dans 12 mois, il n'y a pas de problème, j'ai exercé mon option, et que finalement dans 12 mois tu n'y arrives pas, bah le type, il y a certaines personnes avec qui tu auras fait les rémérés qui ne verront pas de problème à garder ce bien-là, qu'ils auront acheté 30% en dessous du prix de marché. Donc en effet, tu as raison, c'est un truc auquel il faut faire attention, et quand je vois des gens qui all-in te prennent 30% par an entre le loyer et la décote, moi je trouve ça abusif et il faut pas faire. Ouais. Voilà. Parfois, il vaut mieux renoncer que de partir dans un mauvais contrat. Donc, nous, on a tendance à dire à nos clients de renoncer dans ce cas-là. Ouais, ça fait. Et la vraie différence entre les deux mécanismes, c'est qu'il y en a un où tu es déjà propriétaire du bien et pas l'autre, quoi. Exactement, c'est ça. Donc ça, c'est des mécanismes qui sont pas nouveaux, hein, mais le réméré, c'est très vieux, mais on le voit revenir. Et c'est pour ça, moi, je vais vraiment une alerte là-dessus, parce que ça peut être tentant, si tu veux, quand tu n'arrives pas à emprunter. Et donc, ces mécanismes peuvent être intéressants, mais il faut être très vigilant. Et ensuite, tu parlais de crowdfunding, hein, toutes ces plateformes, c'est devenu vraiment très gros. Ils ont été très très de gros acteurs et il y a des beaux acteurs hein, on va le citer parce que de toute façon ils ont pris une grosse part de marché, c'est crowdfunding. Ils ont pris 25 à 30% de part de marché. Maintenant, il n'y a pas que eux, il y en a d'autres derrière et ils ont tous leurs spécificités aujourd'hui. Et nous, on essaye d'avoir aujourd'hui aussi ce rôle d'intermédiaire et de comprendre tout ce qu'ils font. Et aujourd'hui, on a répertorié chez nous plus d'une dizaine de plateformes avec qui on peut travailler et qui ont tous leurs spécificités, que ce soit en termes de montant, de durée, de typologie de biens, de typologie de garantie. Et avec tous ces gens-là, tu peux financer essentiellement quoi? Tu vas financer essentiellement les marchands de biens et la promotion immobilière. C'est-à-dire, ils se sont fortement développés sur ces segments-là. C'est-à-dire des opérations immobilières court terme. Ça veut dire, j'achète un terrain ou j'achète un bien, je le revalorise parce que je vais faire des travaux, je vais créer, je vais construire et je vais le revendre avec une marge. Et là, les plateformes ont été assez actives et ont fait un peu soit de concurrence aux banques, soit même elles ont travaillé parfois avec les banques et elles sont venues parfois en complément des banques ou elles se sont parfois substituées aux banques. Et là, le coût qu'on a vu ces dernières années, je pense que tu l'as vu, c'était entre 9 et 10%. Le coût a pas énormément augmenté. On a peut-être pris 1%, je dirais. Maintenant, on a du mal à être en dessous de 10. On est souvent au-dessus de 10. Mais ça a pas énormément augmenté, tu vois. Ça a beaucoup moins augmenté que les crédits immobiliers en banque. Donc là, ça s'adresse plus effectivement, comme tu le dis, aux professionnels de l'immobilier qui font des opérations one shot et récurrentes, de façon récurrente en fait. Est-ce que c'est accessible quand même aux particuliers, on va dire à l'investisseur plus qui est pas forcément marchand, mais qui
Pas vraiment, ou alors si on le fait, il faudra qu'il crée une société. Pourquoi? Parce que le mécanisme, tu sais, tout à l'heure on parlait d'émissions obligataires. Bah, le mécanisme, c'est quand même d'émettre une obligation, c'est-à-dire qu'il y a une société commerciale et non pas une société civile, donc type SAS, hein, très souvent, qui va s'endetter, donc émettre une obligation pour qu'il y ait des souscripteurs et qui vont prêter de l'argent à cette SAS. Tu ne pourras pas le faire en personne physique, et là, c'est des choses que je connais beaucoup moins bien. Je pense qu'il y a des plateformes de dons ou choses comme ça qui sont créées, et ça, je connais pas du tout. Et il y a des sujets, mais nous, on est plutôt dans cet univers de la plateforme de crowdfunding qui va prêter à des sociétés. Et c'est quoi les choses qu'il faut apporter, enfin, quand on veut justement accéder à ces sources de comment tu fais pour... Alors il y a plein de schémas. Alors le schéma le plus fréquent, c'est que le client ait déjà trouvé une partie du financement via la banque. Ça peut arriver. Et puis, tu sais, la banque va lui demander, par exemple, 30% d'apport. Il va dire, c'est beaucoup trop, je les ai pas. Et donc, il va aller voir des plateformes pour financer une partie de cet apport en dette. Et donc là, dans ce cas-là, on va réussir à financer une partie de cet apport avec de la dette aux alentours de 10%. Alors, le schéma le moins agressif, c'est que quand même l'investisseur apporte des fonds propres. Tu vois, qu'il ait au moins peut-être la moitié des fonds propres. Et puis après, les schémas parfois les plus agressifs, c'est que certaines plateformes vont pouvoir financer jusqu'à 90% des fonds propres. C'est-à-dire qu'imagine, la banque te finance à 80% et toi, tu dois apporter 20%. Il y a des plateformes qui pourront te prêter 18% de ces 20% et tu apporteras que 2%. Ça, c'est un schéma assez fréquent. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? La banque prend ce qu'on appelle une hypothèque de premier rang, donc va enregistrer une hypothèque. Et la plateforme, parfois, va prendre une hypothèque de second rang, donc derrière la banque, donc ils seront remboursés après la banque s'il y a un défaut, et va parfois prendre des cautions aussi. Ils peuvent prendre des cautions personnelles. Alors pas tout le temps, mais ça peut arriver. Alors quand ils prennent pas de caution personnelle, ça s'appelle du prêt sans recours. Le prêt sans recours sur les personnes physiques. Voilà. Et donc ça, c'est le premier schéma assez basique. Après, il y a un autre schéma, c'est que parfois, ils se substituent à la banque. Donc, ça veut dire que la banque t'a pas accompagné. Je vais donner un exemple, un exemple très fréquent. C'est, tu sais, quand tu vas faire ces opérations de marchand de biens ou de promotion, tu vas avoir besoin d'autorisation administrative. Parfois, c'est des permis de construire, des DP, demande préalable de travaux, et tu les as pas tout de suite, mais tu veux t'engager vite dans le projet parce qu'il y a une belle affaire à saisir et tu veux la faire à un bon prix. Et tu veux pas purger ces autorisations, tu veux acheter tout de suite. Et tu te dis, au pire, si j'ai pas cette autorisation, j'ai un plan B et je peux quand même réussir à faire une petite marge, ou au pire, je gagne quasiment rien. Mais en faisant mon plan, mon worst case scénario, tu sais, comme on dit, le pire scénario, je me rends compte que j'arrive à rembourser la banque, tout va bien. Sauf que certains acteurs bancaires n'adhèrent pas trop à cette vision et disent non, il y a un scénario, c'est celui où vous faites les travaux, et nous, on ne croit que en ça. Et donc, si vous n'avez pas les autorisations administratives, on ne peut pas vous suivre. Et donc, dans ce cas-là, tu vois, même si tu as un bon projet, parce que ça peut être un projet avec un plan A qui est super, avec des travaux qui vont permettre de valoriser ton bien, et puis un plan B, tant pis, tu n'y arrives pas, tu vas vendre beaucoup moins bien, tu feras une toute petite marge, mais tant pis, tu rembourseras quand même la banque. Ce scénario-là, quand il passe pas, la plateforme, comme elle est plus chère, tu vois, elle est à 10%, elle va accepter de prendre ce risque. Parce qu'ils vont analyser le dossier en disant, OK, moi je pense que tu as raison, je crois en ton plan B, et dans le pire des cas, tu arriveras à nous rembourser. Voilà. Donc ça, c'est un scénario où c'est la plateforme qui va faire tout le crédit, et elle va être assez confortable parce qu'il y aura pas la banque, donc elle va pouvoir prendre ce qu'on appelle une hypothèque de premier rang. Et donc, en cas de défaut de paiement, elle pourra être le premier remboursé. Donc dans ce deuxième scénario, la plateforme prend les 98%, on est d'accord? Et ouais, alors souvent, pour le coup, elle va te demander un peu d'apport parce que là, elle peut pas se mettre entièrement en risque comme ça, mais peut-être qu'elle va te demander parfois 15% d'apport, par exemple. Mais que tu peux avoir, tu vois, t'es allé en banque, t'avais cet apport, mais c'est même pas une question d'apport, c'est que le banquier ne voulait pas suivre le projet et ne croyait pas en projet. Et parfois, c'est des bons projets, mais le banquier est bloqué et parfois, il dit non, sur celui-là, je peux pas y aller. Et la plateforme va le remplacer. Tu sais pour quelles raisons ces plateformes sont plus souples en termes d'exigence, en termes de risque? Est-ce que c'est de par leur place concurrentielle et leur on va dire approche commerciale, ou est-ce qu'il y a une raison pour laquelle elles peuvent être
plus confort que les banques? Bah, déjà, quand même, elles sont mieux rémunérées, hein. Ouais. On parle de 10%. En marchand, c'est quand même pas rare, 10%, cela dit. Alors, ouais. on va se remettre un an en arrière, parce qu'en effet, t'as raison. Il y a un an et aujourd'hui. Donc, un an en arrière, on finançait, si tu veux, à ce qu'on appelle alors pour les meilleurs projets, les top projets Euribor plus 2, donc c'est-à-dire l'Euribor était à 0, donc 2%. Et pour les projets les plus compliqués, Euribor plus 4,5, voire 5, donc 5%. Donc, on était entre 2 et 5%. Ça, c'était le prêt bancaire. Le prêt bancaire, aujourd'hui, sur l'Euribor 3 mois, il est quasiment à 3%. Donc, quand je te fais Euribor plus 2, t'es à 5. Et quand je te fais Euribor plus 4, bah, t'es à 7. Donc, le crédit bancaire, en effet, t'as raison. Il est à 7, 7,5, 8. Donc, il est devenu très, très cher. Et il se rapproche très fortement de la plateforme. Et ça, c'est récent. Ça veut dire que l'écart entre les plateformes et les banquiers s'est fortement réduit ces derniers mois. Donc, à l'avantage des plateformes. Mais pourquoi elles ont pu se développer? Bah, elles ont pu se développer parce que elles avaient un risque mieux rémunéré quand même. Elles peuvent se permettre de prendre un peu plus de risques puisqu'elles sont beaucoup mieux rémunérées. Et puis après, bah, elles peuvent être commercialement aussi plus agressives. C'est-à-dire, elles vont essayer d'aller chercher des parts de marché. Ou dans la banque, parfois, c'est des départements où ils sont une dizaine de personnes, ils vont recevoir des centaines de dossiers. Ça fait beaucoup de dossiers analysés. Et ils vont être moins réactifs que la plateforme qui va se lancer, si tu veux. Donc, qui va pouvoir peut-être être plus agile et mieux analyser rapidement le risque. Et donc, aller chercher comme ça des dossiers aux banquiers. Et être plus rapide. D'accord. Ouais, donc ta théorie par rapport à ça, c'est le fait que le financement étant plus cher jusqu'à présent, les plateformes ont accumulé des réserves, donc aujourd'hui plus confortables financièrement, et puis qu'elles sont peut-être plus lean, on va dire, moins coûteuses, donc elles peuvent se permettre aussi de baisser un petit peu leur marge par rapport aux grosses banques. Alors bon, les plateformes, c'est des intermédiaires. Hein. Ouais. Donc la plateforme, si tu veux, quand elle te fait un prêt à 9 ou 10%, elle est rémunérée en tant qu'intermédiaire et tu vas lui payer parfois, par exemple, 2-3%. Donc elle va toucher 3% et puis après, le risque va être porté par les gens en ligne qui auront souscrit à cette dette, qui auront prêté l'argent. Donc eux, ils n'ont pas pris le risque, ils ne portent pas le risque eux-mêmes. En revanche, il faut qu'ils fassent très attention à maîtriser le risque parce que si ils font trop de prêts trop risqués, ça va faire fuir les investisseurs en ligne. Donc c'est ça un petit peu la difficulté qu'ils ont, c'est réussir à aller sur des opérations où ils peuvent se positionner, où le banquier va pas aller, tout en maîtrisant leur risque pour ne pas avoir un coût du risque trop élevé et pas avoir trop de défauts et pouvoir continuer à servir leurs investisseurs. Et là, on va voir ce que ça donne dans les mois et années à venir. Hein. Peut-être qu'ils vont et réussir, je leur souhaite en tout cas, parce que il y a eu des très beaux succès avec des beaux projets qui ont été financés grâce à ces plateformes. Et ils ont fait pour certains un super boulot. Et donc je pense que le banquier et ces plateformes peuvent cohabiter. Maintenant, comment ils vont gérer ce risque, parce qu'il va y en avoir un peu plus, comment ils vont réussir à le gérer, on verra. Moi, j'ai pas de boule de cristal, je veux pas m'avancer. Et je souhaite que tout ça se passe bien. Mais t'es pas inquiet, notamment, enfin, on entend des bruits de un peu plus de défauts, notamment en Europe, forcément. Pas en France encore, mais non, forcément, il y aura plus de défauts, hein, Paco, c'est une certitude. Ça serait, on va pas faire la politique de l'autruche et puis se cacher avec les yeux. Non, il y aura des défauts. Quand tu prêtes à 10%, s'il y a pas de défaut, c'est pas normal. Donc, il y en aura un petit peu. Et les investisseurs doivent l'accepter. Quand tu as accepté de prêter de l'argent à 10%, tu dois accepter parfois d'en perdre. Tu vas pas toujours gagner. Maintenant, il faut qu'il soit maîtrisé. Donc, il faut qu'il soit maîtrisé, puis il faut qu'il soit un petit peu recouvert de temps en temps ce risque, ce défaut. Donc, si des projets sont défaillants, peut-être qu'en face, il y aura des garanties qui pourront être exercées, comme on disait, tu sais, tout à l'heure. Et on va voir comment les contrats ont été rédigés et comment on va réussir à exercer ces garanties pour récupérer une partie de cet argent ou la totalité. Voilà, et là, ça va être intéressant de voir comment on va gérer ce défaut. Mais bien sûr, je te confirme, il y en aura un peu, tout le monde le sait, mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'investir, si tu veux, parce qu'il y a encore des très beaux projets, il y a des belles opportunités, et bien sûr, c'est plus anxiogène, ça fait peur, mais c'est peut-être là aussi où on peut faire les plus belles affaires. Quand tu parlais dans ton premier scénario d'y aller en deuxième, donc avoir un premier rang pour la banque, deuxième volet pour les 20% restants via ces plateformes-là, concrètement, comment tu le joues toi par rapport pour tes clients notamment par rapport à l'institut bancaire? Est-ce que tu joues franc jeu en disant voilà, il y aura un refinancement de l'apport, ou est-ce que tu donnes l'apport et ensuite tu le refais refinancer?
Ah, t'es coquin. Le banquier, tu sais, il y a un truc très important parce que beaucoup de gens nous interrogent et nous demandent de faire ça, de pas le dire au banquier. C'est pas une très bonne option. Je vais te dire pourquoi, c'est que les banques doivent se renseigner sur l'origine des fonds. Donc, quand on va apporter plusieurs centaines de milliers d'euros dans un projet, s'il a été emprunté, eh ben, il faudra le dire et on pourra pas le cacher. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que le client, il ait des fonds propres, il fait l'opération et derrière, il se refinance. Et ça, si tu respectes le contrat de prêt, c'est pas illégal, il n'y a pas de problème. Il faut juste t'assurer que ton contrat de prêt le permette. Il se pourrait que, par exemple, le banquier mette une clause dans le contrat disant que si tu fais appel à un autre prêteur qui enregistre une garantie, tu dois lui demander l'autorisation et si t'as pas son autorisation, et si tu le fais sans lui demander, ça pourrait être une clause de déchéance du prêt. Ça veut dire une condition de remboursement anticipé du prêt. Donc, faut faire attention à ça. Mais s'il n'y a pas ça, il n'y a rien d'illégal et c'est tout à fait possible de le faire. Mais nous, on fait très attention à ça. Tu sais, moi, mes banquiers, c'est mes fournisseurs. J'ai une relation de confiance très forte avec eux, et donc je dois entretenir cette confiance et je dois pas cacher ce genre de choses. Mais parfois, tu sais, sans cacher, en se disant les choses et en défendant bien nos projets, on y arrive aussi. Parfois, ça marche même beaucoup mieux. Moi, je recommande fortement mes clients de pas cacher les choses. Mais de nous le dire tout à nous, et nous après on va défendre cette chose auprès du banquier. Voilà, c'est notre job ça. Écoute, on a vu pas mal de choses là, le portage, le réméré, le crowdfunding. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a oubliées en termes de solutions de financement peut-être alternatives qu'on pourrait actionner? Après on va être beaucoup plus sophistiqué, mais c'est pour quelques clients peut-être. Nous-mêmes on l'a fait un petit peu, très ponctuellement. Tu peux faire appel à des family office, tu peux faire appel à des gens qui vont pouvoir, qui ont des moyens importants et qui vont, tu sais, souscrire à tes obligations. C'est-à-dire toi-même, sans passer par des plateformes, tu peux connaître un environnement de société ou de gens fortunés et tu peux toi-même émettre tes obligations auxquelles ils pourront souscrire. Et donc, on peut ponctuellement, nous, quand on a des clients qui nous interrogent, des très gros promoteurs ou des gros marchands de biens et qui nous présentent leurs projets, on peut éventuellement, avec nos avocats, nous-mêmes créer ces obligations et aller voir des investisseurs et leur dire, voilà, alors on va pas vendre les obligations parce que ça c'est l'agent placeur, mais nous on va être vraiment conseiller. C'est-à-dire on a un client qui a besoin d'argent, on a des investisseurs qui sont prêts à investir, et puis on va faire une négo autour de la table et on va essayer de négocier le montant, la durée, le tout en fonction de l'investisseur et de l'emprunteur. Et donc là, ça va être du sur-mesure. Mais on le fait très très peu parce que ça prend beaucoup de temps et puis c'est pas forcément notre métier d'origine. Donc c'est pour ça qu'on a fait confiance aux plateformes sur les plus petits montants et même maintenant elles font des gros montants. Et puis il y a des fonds d'investissement, des fonds de dette qui eux-mêmes font ce métier et sont outillés en interne et font ça. Et donc on passe aussi par ces fonds de dette de temps en temps. On utilise les plateformes, on utilise aussi les fonds de dette qui interviennent sur des gros montants. Ils interviennent rarement en dessous de 10 millions d'euros. Et puis nous, parfois, on fait un petit peu entre les deux, si tu veux. Ça peut nous arriver nous-mêmes de le faire avec des clients fortunés. Mais c'est très très rare et ça c'est réservé vraiment à une population très avertie. Mais je pense pas que comme ça, il y ait vraiment d'autres solutions miracles. On a entendu parler des taux variables. Donc les taux variables pour essayer de pallier à ce problème de taux d'usure. Bon, il faut faire attention, même si on pourrait se dire qu'on est arrivé au bout de la hausse. Donc on pourrait se dire très bien, je prends un taux variable et puis il va redescendre. Donc je suis prêt à encaisser quelques mensualités un peu élevées et puis après il va rebaisser. Bon, je pense quand même si on peut aller fixer un taux, c'est plus confortable, on sait à quoi s'en tenir. En tout cas quand on est particulier, un investisseur particulier. Et puis si tu veux, on pourra toujours renégocier. On peut toujours au bout de 3 ou 5 ans, essayer d'aller revoir le banquier, essayer de renégocier son crédit. Ok, c'est super intéressant. Écoute, ça donne quand même l'idée qu'il y a quand même plus de solutions que celles auxquelles on pense dans un premier temps. Il y en a plein. Et que tout est adaptable et qu'il faut simplement se renseigner, qu'il n'y a pas de profil blacklisté absolument et qu'il y a des solutions. Ça, c'est quand même bon à entendre. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être d'autre que tu voudrais apporter dans la conversation on n'en a pas abordé? C'est ça, oui, t'as raison. C'est un petit peu ça le mot de la fin, c'est que je dis pas que tout est possible, mais en tout cas beaucoup de projets qu'on n'imagine pas pouvoir financer, en tout cas nous s'étudient. Et maintenant, tu parlais de blacklister. S'il y a des choses qui sont blacklistées, notamment, tu sais, il y a le GAFI. Tu pourras aller voir sur internet. C'est
un organisme qui répertorie tous les tu sais, on parle parfois de liste noire, de liste grise. Donc il y a des pays avec lesquels si tu es résident dans ces pays, on pourra pas te faire de crédit. Récemment, par exemple, les Émirats sont passés sur liste grise. On a beaucoup de mal à financer les gens qui sont résidents dans les Émirats. On y arrive un petit peu parce que tu sais, il y a des profils de Français salariés tout à fait classiques qui habitent là-bas et qui voudraient se faire financer, mais c'est devenu très difficile. Donc il y a quand même des choses blacklistées, mais nous on les connaît. Et donc quand tu m'appelles, très vite en un quart d'heure, 20 minutes, je vais te dire ce qui est blacklisté et je vais te faire économiser quand même un temps précieux, je pense. Et peut-être c'est un petit peu ça nous aussi qu'on vend au-delà de notre expertise et notre connaissance du marché de l'immobilier. C'est également le fait que aujourd'hui, dans mon outil, j'ai 200 prêteurs répertoriés. Quand je dis 200 prêteurs, c'est pas personne, c'est vraiment 200 sociétés, donc banques françaises, banques étrangères, des caisses, des fonds, des plateformes, des privés. Donc il y a plein de gens répertoriés dans ma plateforme, grâce à qui je vais pouvoir étudier plein de dossiers différents et qui ont tous leurs spécificités. Voilà. C'est ça qui est quand même un avantage de ton côté, quoi, d'avoir ça avec toi, quoi. Ouais, tu vois, ça me permet de répondre aussi bien à des professionnels et entreprises que des particuliers de tout niveau. Hein. Je finance aujourd'hui des particuliers qui vont acheter un appartement à 100 000 ou à 150 000 euros et d'autres qui vont faire et même des institutionnels qui vont acheter des immeubles à 50 millions. Donc tu vois, chez nous, on a essayé de répliquer un petit peu la banque universelle. J'ai tous les métiers chez moi. Je fais aussi bien le financement du studio que de la tour du grand immeuble en Île-de-France. Et puis ça me permet de répondre aux non-résidents, aux patrimoniaux, aux clients privés, aux entreprises. Voilà, c'est ça la différence un peu de carte financement par rapport un petit peu à nos confrères, aux autres intermédiaires. Et c'est ce qui fait ton métier, j'imagine, passionnant aussi, quoi, tous les jours. Ouais, exactement. On a plein de cas différents, plein de cas atypiques et on adore ça. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme en termes de ressources? Alors peut-être les choses auxquelles les médias, peut-être livres, podcasts, vidéos, peu importe. Mais qu'est-ce qui est bon d'avoir un peu en tête dans son radar pour rester un petit peu à jour? Ouais, ce qui est très bon, je pense, pour te donner une idée des taux ou de là ils vont aller, quand tu es un particulier, c'est de regarder, tu sais, ce qu'on appelle le TEC 10 ou l'OAT 10 ans. C'est le coût de l'emprunt d'État sur 10 ans. Et tu verras, en fait, c'est ce qu'on appelle en finance, c'est le taux sans risque. C'est-à-dire qu'on estime que prêter à un pays ou à la France, c'est le moins risqué. Et donc, tu peux te dire que si la France emprunte aux alentours de 3%, aujourd'hui, le taux auquel tu vas emprunter, toi, sur le long terme, est à peu près ce taux-là. Et donc, tu verras, si tu t'amuses à prendre peut-être les taux des crédits sur les 3, 4, 5 dernières années, par exemple, et puis tu superposes avec la courbe de l'OAT 10 ans, tu verras, elle se suit très parfaitement, je pense. Et donc, ce qui est intéressant, c'est pas forcément le montant, le niveau du taux, parce que tu peux aller sur Internet et voir les taux des crédits, mais ce qui est intéressant, c'est l'évolution. Donc, si tu vois que l'OAT 10 ans, elle augmente, elle monte, tu peux te dire que c'est une anticipation, en quelque sorte, tu dis, les crédits immobiliers, ils vont encore un peu monter. Là, on a vu récemment, c'est un bon signal, qu'elle a été un peu redescendue. Donc, on se dit, bon, peut-être que ça va s'arrêter, au moins s'arrêter. Et puis, alors ça, c'est un bon indicateur pour les particuliers, tu vois, qui veulent investir. Et puis, l'autre indicateur qui est intéressant pour les entreprises, c'est ce qu'on appelle le taux swap 15 ans. Et ça, c'est pour les entreprises qui vont vouloir emprunter. C'est quoi ça? C'est bizarre ce nom. C'est un instrument financier qui est très simple. C'est échanger un taux variable contre un taux fixe. C'est-à-dire le banquier, lui, ce qu'il ne veut surtout pas, c'est un taux fixe. Donc quand tu lui donnes un taux fixe, quand tu lui payes un taux fixe, lui, il va l'échanger pour obtenir un taux variable, pour pas être exposé au risque de taux. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu es une entreprise, le banquier, il va te faire un taux variable plus une marge. Par exemple, tu es une grande entreprise qui fait 10, 15 millions de chiffre d'affaires, tu vas acheter tes bureaux, et il va dire très bien, c'est Euribor 3 mois plus 1,5%. Le Euribor 3 mois, par exemple, s'il est à 3%, tu sais que ça va te coûter donc 4,5, donc Euribor 3 plus 4, plus 1,5, 4,5. Mais à taux variable. Alors ce qui est tordu aujourd'hui, c'est que le taux swap 15 ans, il est quasiment au niveau de l'Euribor. Et donc ce que tu peux dire pour avoir un taux fixe, c'est que le banquier, si tu lui dis non, je veux pas du taux variable, je veux du taux fixe, il va dire très bien. Dans ce cas-là, moi je vais vous faire payer cette couverture, tu sais, ce fameux taux swap. Et donc il va regarder le swap 15 ans et aujourd'hui, il est à peu près au même niveau, bizarrement à 3%. C'est très bizarre actuellement ce qui se passe. Et donc, il va te faire payer 3% plus 1,5. Il va dire, très bien, c'est 4,5 à taux fixe. Et donc, ça te permet de savoir qu'aujourd'hui,
le taux fixe sur 15 ans pour un prêt immobilier long terme, donc pour une entreprise, est aux alentours de 4,5%. Tu vois, tu prends ce taux swap 15 ans plus 1,5 et et alors parfois ça va être plus cher, hein, parfois ça va être 2. Ça va dépendre de ton projet. Donc si tu prends le taux swap 15 ans et qu'il est à 3, tu vas rajouter 2, ça va faire 5. Puis parfois 2,5, puis sur les trucs un peu difficiles, ça va faire 5,5. Donc ça, c'est une reco que je vous donne, c'est de consulter ces indices et essayer de les comprendre. Et ils sont disponibles sur Internet, hein, vous tapez Tech10 ou AT10 ans et vous tapez taux swap 15 ans et ça vous donnera une idée des taux ou en tout cas une anticipation de ces taux parce que c'est ça qui est intéressant si tu veux. C'est où est-ce qu'on va. Voilà. Et donc ça, c'est des choses très faciles à faire. Après, moi, un site que je consulte beaucoup ces derniers temps, ça, tu vas rigoler, c'est le site de la Banque de France. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui publient ce fameux taux d'usure dont je vous parlais. Tu sais, alors ce taux d'usure, il était révisé tous les trimestres. Aujourd'hui, il est révisé tous les mois, justement pour qu'il se réajuste mieux. Donc, vous pouvez taper tout bêtement sur Internet, par exemple, taux d'usure Banque de France ou taux d'usure 20 ans, et vous allez arriver sur un tableau mis à jour par la Banque de France tous les mois, et vous verrez le taux maximum, le TAEG maximum, auquel votre banquier pourra vous prêter. Le TAEG, c'est quoi ? Encore une fois, c'est le taux nominal, donc le taux du crédit, et au-dessus duquel je rajoute quoi ? L'assurance et les différents frais comme les frais de garantie et les frais de dossier. Et alors c'est important, on vient de dire, t'as vu, on vient de parler, on n'en a pas parlé, mais on va pas repartir dans ce débat. L'assurance, c'est un grand sujet aujourd'hui, puisque tu peux, grâce à la loi Lemoine, renégocier ton assurance, donc avec l'assureur de ton choix, et c'est parfois une très grosse économie que peuvent faire les emprunteurs. C'est sur l'assurance. Dans certains cas, ça peut être jusqu'à 5 fois moins cher. Là, je te prends un cas extrême que j'ai vu. C'est incroyable. Et parfois, c'est suivant les personnes et les dossiers, ça peut être 20, 30, 40, 50% moins cher. Mais tu vois, il y a une très grosse économie à faire. Excellent. Où est-ce que les gens peuvent te contacter, Jean-Baptiste, s'ils veulent? Ils peuvent. Moi, j'aime bien donner tu sais, on est une petite société carte financement. On est même pas 25 personnes. Et on aime bien, on est une société à taille humaine. Alors, on finance quand même 400 millions dans l'année. Donc, c'est beaucoup, tu vois. On fait beaucoup de projets. On a financé presque 2 milliards. Mais moi, je vais te donner mon mail personnel. Donc, c'est jbmonie@cartefinancement.com, tout attaché. Vous m'envoyez des mails. Alors bon, si j'en reçois plein, je serai un petit peu moins réactif que d'habitude, mais moi, je consulte mes mails, il n'y a pas de problème. Et puis, si j'ai pas le temps, le prenez pas mal, je transmettrai à mes équipes. Et puis, vous pouvez même doubler avec contact@cartefinancement.com si vous voulez. Et on essaie de vous répondre. Alors, tu sais, le courtier, il essaie d'être très réactif. Donc, nous, on essaie de vous répondre dans les 48 heures. Bon, m'en voulez pas si après ce podcast, je suis débordé. Peut-être que je mettrai un peu plus longtemps, mais on vous répondra avec grand plaisir. Ouais. Vous allez sur le site cartefinancement.com et on sera ravis de répondre à toutes vos questions. Moi, je mettrai réponse garantie en 48 heures. Après, tu te débrouilles. Ok, Paco. Je dormirai plus pendant quelques jours. Y a pas de problème. Ça marche. Pas de problème. Ouais, merci beaucoup, Jean-Baptiste. C'était très éclairant et vraiment, vraiment cool. Et puis, on aura l'occasion, je pense, de se reparler, peut-être faire un point quand les choses avec grand plaisir auront peut-être encore bougé les prochains mois. Merci Paco pour ton invitation et j'espère que ça vous a bien éclairé sur plein de sujets. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et fais-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.